votre rendez-vous d'économie le max sur A24 News. Au sommaire aujourd'hui, un nouveau venu sur le grand échiquier de l'énergie mondiale. L'Égypte dit merci au groupe italien Eni. 850 milliards de mètres cubes de gaz potentiels découverts en Méditerranée. Ce gisement va-t-il propulser le Caire aux côtés des autres géants de la région, Qatar ou Iran? Michael Gabaye nous répondra. Et puis il l'avait frôlé l'an dernier avec une croissance de 0,1%. Cette fois, le Brésil n'y échappe pas. La 7e économie mondiale est officiellement en récession et la chute est lourde, moins 1,9%. Brasilia a-t-elle identifié ses talons d'Achille? Quelle part de responsabilité pour la présidente Dilma Rousseff? On interroge dans quelques minutes l'expert Dov Zera. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. On fait le point d'abord sur le reste de l'actu éco dans le monde et un passage d'abord par les marchés financiers chinois. La séance avait mal débuté ce lundi à Shanghai, moins 4% par moment, mais les valeurs ont fini par récupérer l'essentiel de leurs pertes pour clôturer en hausse de 0,7%. Insuffisant tout de même pour éviter un troisième mois d'affilée dans le rouge, moins 12% pour l'ensemble du mois d'août, moins 40% on le rappelle depuis la mi-juin, malgré des mesures radicales adoptées par Pékin. Les investisseurs ne sont pas encore rassurés. Dans l'ensemble, la hausse du marché des actions en fin de semaine dernière ne va pas faire disparaître les inquiétudes sur l'économie chinoise. Les problèmes restent les mêmes et les craintes demeurent. Tout cela maintient la pression et il y a toujours un peu de nervosité chez les investisseurs. Des investisseurs que les autorités chinoises s'efforcent donc de rassurer. Chaque signal positif est à prendre. Ainsi, la partie nord du pays devrait connaître une croissance soutenue dans les 6 prochains mois grâce au dynamisme de la plupart des secteurs d'activité et aussi de l'investissement. C'est ce qu'a expliqué ce matin ce responsable. En juger par la croissance régulière des secteurs agricoles tertiaires, mais aussi de l'emploi, des revenus et des conditions des habitants dans le nord de la Chine, il est juste de dire que les 3 provinces resteront stables, voire amélioreront leur croissance économique en seconde moitié d'année. Toujours en Asie, ces nouvelles du Japon. Le taux de chômage est au plus bas depuis 23 ans, 3,3% seulement. Mais déception pour la production industrielle, moins 0,6% au mois de juillet, en comparaison avec le mois précédent. Après un rebond de 1,1% en juin, les experts misaient sur une légère hausse. Équipements de transport, composants et appareils électroniques ou informatiques ont notamment contribué à ce recul, même si Tokyo fait mieux toutefois que l'an dernier à la même époque, plus 0,2%. Un mot aussi de la visite officielle au Vietnam de Nicolas Maduro, reçu à Hanoï. Vous le voyez, le président vénézuélien revient de Chine. Il doit signer plusieurs accords économiques avec son homologue vietnamien. Le Vietnam qui a fait du Venezuela l'une de ses principales destinations d'investissement extérieur, 1,8 milliard de dollars en avril. Nous avons discuté de l'élargissement de notre alliance stratégique dans le domaine de l'énergie. Grâce à cette fidélité, nous serons en mesure de discuter des nouveaux projets pétroliers du Vietnam au Venezuela. Je suis très heureux que nous ayons signé un plan de coopération dans lequel le Vietnam contribuera à renforcer la productivité de l'agriculture vénézuélienne dans les 3 prochaines années. Caracas qui est durement frappé par la chute des cours du pétrole et qui cherche aujourd'hui des financements. Et puis les chiffres de l'inflation en zone euro, stabilité en août par rapport à juillet d'après Eurostat et plus 0,2% sur un an. Il s'agit d'une première estimation, elle est légèrement supérieure aux prévisions mais toujours bien en dessous de l'objectif de la BCE, 2%. Dans le détail, l'énergie, c'est devenu une habitude à peser sur le bilan avec un taux négatif de 7,1% toujours pour le mois d'août. Allez, on revient sur ce coup de tonnerre en Méditerranée qui ébranle les marchés de l'énergie. Ce gisement de gaz naturel découvert au large des côtes égyptiennes à 1500 mètres de profondeur, 850 milliards de mètres cubes potentiels, c'est du jamais vu en Méditerranée, de quoi couvrir pendant des décennies les besoins de ce pays de 80 millions d'habitants. Alors on doit la trouvaille au géant italien de l'énergie Eni et tout cela pourrait changer la donne pour une Égypte fragilisée, on le sait, par l'instabilité. Le Caire qui pourrait devenir une vraie puissance énergétique. On interroge l'économiste Michael Gabaye. Bonjour. Bonjour. Alors Michael, pour l'Égypte d'abord, est-ce que c'est un chamboulement de statut historique qui se profile pour l'Égypte, une économie qui semblait difficile à relancer et qui passerait brusquement dans la catégorie des géants du gaz? Alors pour l'Égypte, géant du gaz, c'est un peu plus compliqué puisque l'Égypte sera essentiellement le premier consommateur de cette manne gazière, puisque l'Égypte, tout son système énergétique est basé essentiellement sur le gaz, la production d'électricité. Donc a priori, dans les premières estimations, l'Égypte, en fait,
gagnerait en arrêtant d'importer des hydrocarbures et en s'auto-satisfaisant en termes de consommation, au moins pour les 20 prochaines années. Ouais, donc l'indépendance. Alors la question qu'on se pose aussi dans la région, c'est est-ce que ces nouvelles réserves de gaz vont contrarier ou non d'ailleurs les plans d'Israël qui a découvert lui aussi d'importants gisements de gaz offshore et qu'on voit déjà comme une puissance exportatrice ces derniers mois? Alors, tout va dépendre de la rapidité avec laquelle le gaz va commencer à être exploité en Israël. On sait qu'il y a d'énormes problèmes politiques en Israël pour le début de l'exploitation. Puisque la découverte, entre le moment de la découverte et le moment de l'exploitation, il peut se passer entre 5 et 6 ans. Si Israël peut réussir, au moins pendant ces années-là, à mettre en place, puisque les accords sont déjà quasiment finalisés avec l'Égypte, mettre en place une production, ça pourrait aider. Mais c'est vrai que ça contrarie énormément les plans d'exportation prévus sur ces réserves de gaz israéliennes. Ouais, en 10 secondes, avec ce nouveau surplus d'offres, est-ce qu'on se dirige du coup vers une nouvelle chute des cours de l'énergie d'après vous? Compliqué parce que, encore une fois, le gaz est une énergie qui est de plus en plus demandée, surtout pour des raisons écologiques. Le gaz étant beaucoup plus écologique que le pétrole, et surtout on voit l'épuisement petit à petit des réserves de pétrole un peu partout dans le monde. Donc l'Égypte reste encore, même avec cette découverte déficitaire en gaz. Donc après, c'est les problèmes de transport de gaz qui doivent être résolus. Merci beaucoup, Michael Gabay, pour ces précisions. Et on en vient au Brésil, entrée donc officiellement en récession. La nouvelle est tombée durant le week-end, moins 1,9% pour le PIB au deuxième trimestre, après avoir concédé 0,7% 3 mois plus tôt. Qui en aurait douté? Inflation, chômage, austérité et chute des cours des matières premières, si vitales pour le pays. Sans parler des scandales de corruption, la 7e économie mondiale a-t-elle les outils pour se redresser? D'abord les faits avec Johanna Citruc. C'est la première fois depuis 2009. Le Brésil est techniquement entré en récession. Autrement dit, son PIB s'est contracté 2 trimestres de suite. Moins 0,7% entre janvier et mars et moins 1,9% pour les 3 mois suivants. Les 3 secteurs d'activité économique se sont contractés lors du trimestre précédent. Il y a l'agriculture et la pêche, le secteur des services et surtout celui de l'industrie. Tous les 3 ont montré une croissance négative par rapport au premier trimestre 2015. Et au final, on arrive à une croissance négative de 1,9% entre avril et juin. Le Brésil a mis en place des politiques d'austérité, mais pour l'heure sans succès. Et avec les scandales de corruption qui éclaboussent le gouvernement, les investisseurs ont perdu confiance en la 7e économie mondiale. Dilma Rousseff est récemment devenue la dirigeante du Brésil la plus impopulaire de ces 30 dernières années. La principale cause de la chute de la production est l'investissement. Les investissements ont chuté de 10% à cause du manque de confiance dans l'économie, du climat politique difficile et du manque de perspectives. Autre responsable de cette récession, la chute des prix des matières premières et notamment du pétrole qui pèse sur les exportations brésiliennes. Sans compter que le PIB n'est pas le seul indicateur dans le rouge. Il y a aussi l'inflation qui frôle les 10% et le taux de chômage proche de 7%. Des données qui suggèrent que le pays est loin d'être tiré d'affaire. La récession devrait continuer en 2015 et 2016. C'est la pire récession en 85 ans. Il y aura des conséquences pour l'économie et pour nos vies. Ce que nous avons amélioré en matière de santé, logement, d'éducation et de sécurité, tous ces progrès s'arrêteront et on fera marche arrière. Les gens se retrouveront sans soutien, sans aide pour avoir de meilleures perspectives. Pour relancer son économie, le Brésil a décidé de miser sur ses infrastructures. Début juin, Dilma Rousseff a présenté un plan d'investissement de près de 65 milliards de dollars. Parmi les principaux intéressés, la Chine. Mais avec l'essoufflement de sa croissance, Pékin pourrait bien mettre moins d'argent que prévu sur la table. Ça poussera peut-être le Brésil à compter d'abord sur lui-même. On a le plaisir de recevoir Dov Zera. Bonjour. Bonjour. Expert en économie internationale. Alors d'abord, est-ce que vous identifiez ces chiffres, c'est les plus mauvais depuis 2008, comme une tendance durable pour le Brésil? Non, durable non. Le Brésil, comme beaucoup de pays, a connu une période de croissance et on le sait très bien depuis longtemps que la croissance n'est pas un phénomène continu, il y a des paliers et donc le Brésil est à un de ces paliers pour des raisons
à la fois internes et à la fois externes. Alors, les raisons externes, elles ont été mentionnées, c'est notamment la baisse du cours des matières premières qui est important pour le Brésil, qui est un gros exportateur de matières premières, mais également des raisons internes où il y a une sorte de redéfinition de leur modèle économique, notamment sur l'aspect des investissements publics et des infrastructures publiques. Et on s'attend à 1 an de récession d'après les experts. L'austérité aussi qui est prônée par Joachim Levy, le patron des finances, est-ce que ça risque pas d'aggraver quand même cette tendance d'après vous ? Oui, probablement, mais à un moment ou à un autre, il faut stabiliser l'économie, rassurer les investisseurs, consolider les bases et notamment le change, les aspects financiers pour pouvoir repartir. Et où sont d'après vous les principaux talons d'Achille de cette économie? Est-ce que c'est vraiment sa dépendance aux matières premières qui a causé la situation qu'on connaît aujourd'hui? C'est sa dépendance à l'égard des matières premières, ça a été mentionné, mais c'est également un manque d'investissement public, un manque d'investissement public dans les villes, mais un manque d'investissement public en matière ferroviaire, en matière routière. Le Brésil a par exemple une région dans le sud-ouest qui est extraordinaire de richesse agricole, et il y a des difficultés d'exportation pour faire sortir ces productions agricoles à cause de manque de routes, à cause d'un manque de chemin de fer, mais également à cause d'un manque d'infrastructures aéroportuaires. Mais le Brésil a aussi un problème de main-d'œuvre. D'ailleurs, c'est assez intéressant. En période de récession, vous avez noté le taux de chômage relativement faible de 7%. Mais parce qu'ils ont un problème de manque de main-d'œuvre. Ils manquent de main-d'œuvre et notamment. Et pourtant, elle est là, de 200 millions d'habitants. Et oui, manque de main-d'œuvre, mais il manque de main-d'œuvre et de main-d'œuvre qualifiée. Et le marché du travail est très, très fermé au Brésil. Alors, puisque vous parliez des infrastructures, est-ce que vous pensez que ce plan de relance de Dilma Rousseff, du gouvernement, de relancer l'économie à travers les infrastructures, est-ce que ce sera suffisant d'après vous? C'est en tout état de cause indispensable. C'est absolument nécessaire de consolider l'émergence du Brésil, qui est une grande économie. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, on retrouve le même problème dans 2 des autres pays émergents que sont l'Afrique du Sud et la Chine. C'est absolument indispensable. Est-ce que ça sera suffisant? On le verra. Mais en tout état de cause, il y a une condition sine qua non, c'est la clarification des conditions des appels d'offres. Bon, aujourd'hui, avec le scandale Petrobras et toutes ses conséquences, il faudra y mettre un peu d'ordre dans ces problématiques de gestion de marché public. Voilà, pour parler justement de politique un petit peu, quelle part de responsabilité vous attribuez à Dilma Rousseff, la présidente? On la sent un petit peu impuissante ces derniers temps. Oh, vous savez, quand un pays a des difficultés de cette nature, se trouve confronté à un palier avant de trouver un second souffle pour trouver une méthode de croissance, on le voit aussi en Chine, on le voit dans beaucoup de pays. La responsabilité, je dois dire, c'est difficile. C'est pas difficile de répondre à une question pareille. L'essentiel, c'est de pouvoir enclencher et dépasser ce palier. Ouais, et c'est le défi des autres BRICS. Merci beaucoup, Dovzer, d'être venu sur ce plateau. On passe tout de suite au Media Watch. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui fait la une de la revue de presse avec les aveux d'un journaliste financier. Bonjour Jonas Citruc. Bonjour David. Il aurait provoqué le chaos sur les bourses à lui seul. Oui, il s'appelle Wang Xiaolu. Il travaille pour le magazine Caijing et dans une vidéo publiée par la télévision d'État, il a avoué avoir provoqué la panique et le désordre sur les bourses chinoises. Comment? En diffusant de fausses informations financières, des informations qui ont ensuite été démenties. Donc ça a entamé la confiance des investisseurs. Avec en plus l'essoufflement de la croissance chinoise, et bien tout ça a engendré une dégringolade des bourses et donc des pertes énormes pour le pays. Pourtant, selon le journal britannique le Financial Times, et bien les informations publiées par ce journaliste étaient correctes, en tout cas certaines. Donc l'affaire est loin d'être terminée. Notez que Wang Xiaolu a tout de même été placé en détention par les autorités de Pékin. Réaction immédiate. En France maintenant, vous nous parlez de l'ouverture de la première agence bancaire spécialisée en finance islamique. Il s'agit de Noor Assour. Elle était déjà présente sur Internet, mais vendredi, cette banque a ouvert une première agence en région parisienne, à Chelles, dans Seine-et-Marne. Sa particularité, c'est qu'elle respecte la loi islamique, donc la charia. Elle interdit la spéculation, le recours aux taux d'intérêt, l'incertitude ou encore les investissements dans les produits jugés illicites, comme par exemple l'alcool, le tabac ou encore les jeux d'argent. En 3 ans d'existence, elle a déjà collecté quelques 7 millions d'euros d'épargne grâce à environ 3000 clients, en grande majorité des particuliers. 85% d'entre eux sont musulmans, mais la banque précise qu'elle est ouverte à tous et surtout à toutes les religions. Il y en avait déjà une en Allemagne. Et puis on reste en France avec le succès d'un nouveau jeu, les Escape Rooms.
Oui, le principe est simple, on est enfermé dans une salle et pour en sortir, il faut récolter des indices et résoudre des énigmes. Aujourd'hui, des escape rooms, il y en a une quinzaine à Paris. L'une d'entre elles, qui s'appelle Prisoners, a conquis plus de 25 000 joueurs en un petit peu moins d'un an pour un chiffre d'affaires compris entre 400 et 500 000 euros. Seul petit problème, c'est que c'est difficile, voire quasiment impossible, de fidéliser la clientèle puisqu'une fois qu'on a fait ce jeu une fois, on n'a pas envie de le refaire forcément une deuxième fois. Ouais, ça forcément. Merci beaucoup Johanna et à demain. À demain. Voilà la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News pour parler notamment du climat, l'avenir de la planète et aussi du premier métro saoudien. Restez avec nous, l'information continue.